Comment devenir plus inspirant? C'est la question que j'ai adressée lors du sommet international des orateurs francophones auquel j'ai eu l'honneur d'être invité. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre dirigeant. Bienvenue sur All You Need to Lead. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'atelier intitulé L'oratoire, outil du leader inspirant. Mon nom est Sénateur Julien Couponou et je suis le modérateur de cet atelier. Avez-vous déjà écouté avec attention un leader en vous sentant inspiré, en vous sentant motivé, engagé, confiant que vous pouvez accomplir de belles choses? Peut-être que vous aimeriez vous aussi être encore plus inspirant. Eh bien, vous êtes au bon endroit et entre de bonnes mains. Celui qui va animer l'atelier qui nous réunit dans cette salle s'appelle Jafar Tabi. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui le découvrent dans cet atelier, retenez que les gens qui l'ont côtoyé et qui le connaissent très bien disent de lui qu'il est un leader inspirant. Jafar est un leader d'entreprise accompli et un coach certifié qui se consacre à aider les professionnels à se développer et à réussir. Il est convaincu que chacun peut atteindre une carrière brillante, quel que soit son sexe ou ses origines, à condition d'apprendre les bonnes techniques. Il possède une expérience impressionnante de plus de 20 ans en leadership et en gestion. Il a occupé des postes prestigieux de direction dans des entreprises célèbres qui génèrent plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et a dirigé des équipes de plusieurs milliers de personnes. Son parcours l'a notamment mené à devenir l'un des plus jeunes vice-présidents d'Airbus. Fort de cette solide expérience en entreprise, Jafar Tabi a fondé All You Need to Lead pour aider les professionnels à bâtir des carrières épanouissantes. En plus de son expérience professionnelle impressionnante, Jafar est un champion reconnu de l'art oratoire. Membre de Toastmasters depuis 2018, il a remporté plusieurs titres, dont celui de vice-champion d'Europe en 2018 en français et quart de finaliste au championnat du monde en 2021 en anglais. Son éloquence et sa passion pour la transmission de ses connaissances font de lui un leader inspirant. En fait, Jafar a également une chaîne YouTube et un podcast appelé All You Need to Lead, où il partage gratuitement de précieux conseils en leadership et en développement personnel. Vous pouvez le suivre sur ces différents réseaux que je vous mettrai dans le chat tout à l'heure. Et dans sa communication de tout à l'heure, Jaffa aura 30 minutes à nous entretenir sur le thème que j'avais cité plus haut. Et nous aurons ensuite 10 minutes de questions-réponses. Alors, pour faciliter les échanges, je vais vous prier de laisser vos questions au fur et à mesure du déroulement dans le chat et je me ferai le devoir de les lui relayer en temps opportun. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, ouvrez vos micros, allumez vos caméras et aidez-moi à accueillir à ce retrait virtuel Jafar Tabi sous des ovations bien nourries. Merci beaucoup, Senatou. Ton introduction est tellement professionnelle alors que c'est du pur volontaire que j'imagine même pas la satisfaction de tes clients pour les services de marketing digital que tu leur offres. Je dois vous avouer quelque chose. Ce que vous avez vu sur les témoignages sont de vrais témoignages, mais aucun de ceux-là ne date d'avant 2016. Et la raison est très simple, c'est qu'avant 2016, personne n'aurait pensé me dire que je suis quelqu'un d'inspirant. En fait, 2016 est une année particulière pour moi. C'est une année où j'ai pris de nouvelles responsabilités. J'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir des responsabilités qui allaient impacter des dizaines de milliers de personnes. Et comme tout leader qui prend un nouveau rôle, j'ai décidé de faire une communication élargie à des centaines de personnes sur différents sites.
je n'étais pas seul pour le faire. J'avais l'une des meilleures assistantes du groupe qui s'est occupée, qui a tout fait pour que cet événement soit une réussite. Il y avait une chose qu'elle ne pouvait pas faire, c'est écrire le discours à ma place et le livrer. Alors, comme j'étais mauvais orateur, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est-à-dire prendre le livre, le guide de l'art oratoire pour les nuls, et essayer de trouver quelques astuces qui me permettraient d'être un bon orateur. Alors, je rédige d'abord mon discours parce qu'il était très important que je n'oublie pas mes mots, et je commence à lire. Alors, heureusement, je me suis souvenu que la règle numéro 1 dans l'art oratoire, c'est de se connecter à son audience. Alors, j'ai décidé de regarder mon auditoire. Et là, j'ai senti dans leur langage corporel que quelque chose n'allait pas, qu'ils s'ennuyaient. Heureusement, la règle numéro 2 de l'art oratoire pour les nuls, c'est quand vous avez un auditoire pas très intéressé ou en tout cas pas très en faveur de votre discours, il faut se réorienter vers quelqu'un qui vous supportera. Et j'avais une personne qui allait me soutenir quoi qu'il arrive. C'était mon assistante, bien sûr. Je me retourne vers mon assistante et là, elle regarde son téléphone. Alors, je n'ai pas de doute que la seule raison pour laquelle elle doit regarder son téléphone, c'est que il doit y avoir un problème de connexion avec l'une des différentes salles. Je continue donc mon discours et me rappelant de la règle numéro 1, je décide de regarder à nouveau mon auditoire. Et là, ils dorment. Ils dorment quasiment tous, ce qui est bien pour leur santé physique, mais qui est gênant pour le message que je voulais passer. Alors, désespéré, je décide de regarder à nouveau mon assistante. Et là, elle dort aussi. Alors, vous comprendrez que, vu la situation, je suis un peu embarrassé. Le discours se termine et je me dis que c'est vraiment dommage d'avoir gâché du temps, et c'est la valeur la plus précieuse qu'on ait toutes et tous, du temps de centaines de personnes pour leur passer un message ennuyeux et qu'ils n'ont de toute façon pas entendu. C'est à cette date, en 2016, que je décide 2 choses qui ont changé ma vie en tant que leader. La première, c'est de travailler sur la compétence d'inspiration. Et j'ai bien dit compétence parce que, et c'est mon premier cadeau pour vous si jamais vous ne l'aviez pas déjà en tête, l'inspiration, on ne n'est pas inspirant, on le devient en travaillant. Et donc, je vais vous partager quelques éléments. La deuxième décision que j'ai prise qui m'a aidé, c'est de m'inscrire à Toastmasters, et sans promouvoir l'organisation en tant que telle, parce qu'il y a aussi des alternatives, en tout cas, j'ai une superbe expérience de ce que j'ai appris grâce à Toastmasters. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques-unes des leçons que j'ai apprises sur les 8 dernières années, et notamment 2 erreurs que j'ai faites et qui ont vraiment nui à ma capacité à inspirer. 2 techniques que je vous incite à utiliser aussi souvent que nécessaire. Et 2 actions très concrètes que vous pourriez mener dès aujourd'hui qui vous permettraient de devenir plus inspirante ou plus inspirant. 2 erreurs. La première erreur que j'ai faite, c'est celle de croire que les humains sont des rationnels, sont des êtres qui réfléchissent avec leur tête. Et donc, quand j'ai défini mon discours, je me suis dit, il faut que, je justifie ma légitimité, que j'explique que oui, je suis peut-être un peu plus jeune que mes prédécesseurs, mais je suis crédible dans le nouveau poste, il faut que je leur donne une vision et surtout, il faut que je leur explique pourquoi cette vision a du sens. Autrement dit, tout dans la tête, un discours très rationnel. Je n'avais pas encore découvert les leçons d'Aristote qui pourtant dataient, et en particulier 3 choses qu'Aristote nous recommande pour avoir un discours impactant qui amène le changement chez les autres. Parce que c'est ça, un leader. C'est quelqu'un qui amène un groupe de personnes d'une situation A à une situation B. C'est ce fait de mouvoir qui légitime même le rôle du leader. Alors, Aristote nous dit qu'il y a 3 choses essentielles pour justement être un bon orateur inspirant et qui amène à l'action. Le premier, c'est logos, la logique. C'est ce que j'ai appliqué. Et pour le coup, étant plutôt scientifique et matheux, j'ai été très, très rigoureux là-dedans. Et c'est le cas de beaucoup de gens. On essaie de justifier, de démontrer, parce qu'une fois que la raison est là, normalement, le reste doit suivre. Le problème, c'est que
Logos, c'est un des trois piliers qui sont essentiels. Le deuxième, c'est le ethos, le caractère. Autrement dit, comment on peut donner confiance à celles et ceux qui nous écoutent, qu'on est la bonne personne, qu'on passe un message crédible et qu'ils doivent nous suivre. C'est pour ça que l'introduction, par exemple, de Senatou un peu plus tôt est essentielle parce qu'elle établit une partie de ma crédibilité. Charge à moi maintenant de transformer l'essai, mais vous voyez l'importance. C'est pour ça aussi qu'on essaye de s'habiller de manière convenable dans le contexte dans lequel nous sommes, qu'on essaye d'être stable quand on est debout, par exemple, et qu'on essaye de montrer la confiance qu'on a dans notre discours. Et le troisième, c'est celui qui apparaît le moins souvent en entreprise. Et ça, vraiment essentiel, c'est le pathos, l'émotion, le fait de toucher les gens. Mon message et ma première erreur, c'était de croire que les gens sont rationnels et que pour mouvoir les gens, il fallait les convaincre là. Et en réalité, il faut les convaincre là. Autrement dit, pour mouvoir, il faut émouvoir. C'est la première erreur que j'ai faite de ne pas considérer l'aspect émotionnel des décisions et qui fait que les gens nous suivent ou pas en tant que leader. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est celle de réfléchir à ce que j'allais dire et pas à ce qu'ils allaient comprendre. Autrement dit, me focaliser sur ma bouche au lieu de ce qui se passait entre leurs deux oreilles. Et là, bien sûr que j'ai raté des choses parce que j'ai pensé à ma légitimité, j'ai pensé au message, à la vision, à la logique de cette vision. Je n'ai pas pensé que ces gens-là étaient peut-être inquiets de savoir qui est ce leader. Est-ce qu'il va y avoir des réorganisations? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et surtout, je n'ai pas vu, je n'ai pas considéré quelque chose de fondamentalement important, qui est que, et c'est Mary Kay qui l'a dit, il faut imaginer chaque personne avec un collier écrit dessus, fais-moi me sentir important. Mon auditoire, qu'il soit aujourd'hui, qu'il soit à l'époque, nous sommes tous des humains qui avons besoin d'être vus, d'être reconnus. Et avoir ça en tête, c'est une bonne invitation à être un peu plus attentif sur le message, sur l'attention qu'on porte aux autres. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et j'aurais pu passer ma matinée à jouer avec mes enfants, à manger des gâteaux, etc. J'ai préféré passer du temps à essayer de préparer du mieux que je peux aujourd'hui cette conférence parce que vous êtes là et que votre temps est précieux. Donc, la deuxième erreur dont je vous ai parlé, c'est celle de dire au lieu de faire entendre. Deux erreurs. Quelles sont les techniques qui peuvent vous aider à devenir plus inspirant? La première, elle est hyper connue, c'est celle de raconter des histoires. Alors, comme on est là et que j'essaie de vous donner quelques exemples pratiques, j'aimerais vous partager des exemples concrets de comment une histoire dans un milieu professionnel peut vous aider à convaincre. J'étais à un moment donné en charge de l'excellence opérationnelle. Dans l'excellence opérationnelle, on y parle entre autres de standardiser. Les standards, intellectuellement, ça a du sens. C'est de dire on fait une chose de la meilleure façon connue à ce jour. Et on essaie tous de la faire de cette même manière, puisque c'est la meilleure manière connue à ce jour. Par exemple, si vous deviez faire des roues, vous les feriez certainement circulaires. C'est comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve une autre forme peut-être plus appropriée. La question, c'est, dans un milieu professionnel, vendre des standards, c'est pas du tout attrayant. Parce que les gens sont intelligents, les gens sont créatifs et ils veulent exprimer leur créativité par une manière originale de faire des roues, par exemple. Comment amener ça et pas avec la tête, parce que j'aurais pu simplement leur faire une démonstration que les standards étant la meilleure méthode connue à ce jour, il fallait le faire. Ce serait suffisant. Mais pour toucher le cœur, j'ai pris deux photos. Ma photo et la photo de ma nièce de 13 ans à l'époque. 13 ans, 40 kilos de moins que moi et 40 centimètres de moins que moi. Et c'est une situation réelle. Quelques mois au préalable d'un match de tennis que j'ai convenu avec elle, j'ai décidé de m'entraîner. Alors, je faisais déjà de l'athlétisme et j'étais honnêtement plutôt en bonne forme à ce moment-là. Et je décide de faire ce match devant ma femme, devant mes enfants, la belle famille et quelques personnes du voisinage. Alors, je ne vais pas vous mentir, le match était plutôt facile. En même temps, voilà, j'ai perdu 6-0, 6-1. Et la raison pour laquelle j'ai perdu 6-0, 6-1, c'est que cette jeune fille de 13 ans, qui n'avait ni ma taille, ni mon poids, ni ma force, avait travaillé pendant longtemps
des mouvements qu'elle a maîtrisés, qu'elle a appris des meilleurs joueurs de tennis. Et pendant que moi, j'étais en train de réfléchir à comment je vais faire pour attraper la balle, comment je peux la remettre de l'autre côté, elle, elle utilisait son intelligence pour de la tactique et pour savoir comment elle allait me faire balader le long du cours. Autrement dit, cette histoire que j'ai donnée, qui est réelle, elle montre la puissance des standards et la capacité à utiliser son intelligence et sa créativité pour autre chose que des basiques. Ce discours-là, 4 années plus tard, quelqu'un est revenu me voir en me disant, je me souviens encore de ce que tu nous as dit. Et je vais vous dire, ce dont il se souvient, c'est pas que les standards sont importants, c'est le match de tennis. Et mon message pour vous, c'est des fois, vous avez des messages importants à passer. Et utiliser votre tête, le rationnel, des démonstrations est largement insuffisant et ne vous aidera pas à attraper les cœurs et à faire en sorte que dans le temps, votre message perdure dans leur tête et qu'il puisse amener à l'action. D'autres exemples. J'accompagnais une personne qui devait passer un stade, donc c'est des évaluations, ça s'appelle des assessment centers, pour passer un niveau au-dessus dans une organisation donnée. Et elle devait se présenter. Et donc, elle a commencé sa présentation avec moi en disant, bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 45 ans, je suis passionnée d'aéronautique, etc., etc. Je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait attirer un peu plus l'attention de l'auditoire? Est-ce qu'on pourrait les émouvoir? Et sans vous révéler l'ensemble du discours, mais le discours commençait quelque chose comme ça. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 5 ans. J'ai 5 ans et je tiens la main de ma maman. Alors, ma maman lève la tête vers le ciel et me dit, regarde l'oiseau, regarde. Et j'ai levé la tête et j'ai vu le bel avion. Et ce jour-là, j'ai compris que je voulais faire une carrière dans l'aéronautique. Elle raconte son parcours et tout ce qu'il est attendu de dire lors de cette évaluation. Elle finit son discours en disant, je m'appelle Marie, j'ai 45 ans, et ma fille de 5 ans, tout comme moi, lève les yeux vers le ciel et s'émerveille. Une belle manière de toucher son auditoire et de montrer sa passion pour l'aéronautique autrement que par des affirmations aussi logiques qu'elles puissent être. Autre exemple, là aussi pour vous donner quelques idées. Je viens de terminer une mission que j'ai eue pour un de mes clients qui devait former 1000 personnes à la simplicité. Comment simplifier le travail dans une organisation hyper complexe? Le challenge là-dedans, c'est que la plupart des gens se disent, mais attends, s'il y a complexité, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Et surtout, c'est la faute du PDG qui devrait régler tous ces problèmes-là. La réalité, et c'était ma mission, c'est de dire comment je fais en sorte que chacun s'approprie sa part du travail. Et je leur ai raconté cette histoire pour finir chacun des workshops qu'on avait à réaliser. C'est l'histoire d'animaux inquiets, d'animaux terrifiés par le grand feu qu'il y a dans leur forêt. Ils regardent le feu, ils regardent leurs habitats se consumer et décident de faire la seule chose possible. C'est d'aller dans le lac à côté, le seul endroit où peut-être ils ne brûleront pas. Alors ils sont tous là, désespérés, à regarder leur bois se détruire, quand ils voient un petit oiseau, un colibri, qui va jusqu'au lac et qui repart, qui vient, qui repart. Alors un des animaux curieux regarde et voit que le colibri porte une goutte dans son bec. Il ne peut pas porter plus, vu sa taille. Et il repart. Alors l'animal en question vient le voir, mais lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bien, tu vois bien, je prends de l'eau et je le mets dans le feu. Et pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de sens. Tu es trop petit, tu ne vas pas éteindre le feu tout seul. Et le colibri le regarde, lui dit, je sais, mais je fais ma part. Cette histoire, elle illustre très bien le fait que on peut très bien se poser en victime, on peut très bien se considérer impuissant devant quelque chose qui nous dépasse largement, mais elle invite chacune, chacun à prendre sa responsabilité et faire sa part. Une belle illustration d'un message que vous pouvez véhiculer sur différentes circonstances. Donc là, je vous invite à le considérer, mais il y en a plein d'autres, hein. L'idée, c'est pas forcément de reprendre cela. Et si je devais vous en donner peut-être un autre, ou plutôt une recommandation, c'est que des fois, on se dit, je vais faire des histoires personnelles. Il y a un danger avec les histoires personnelles. Alors, il y a plein de bénéfices, c'est qu'elles sont uniques, c'est les vôtres. Et je vous invite vraiment à le faire. Mais il y a un risque, c'est quand vous parlez d'un succès.
Le problème, ce serait, et je vais le faire par un exemple faux, ce n'est pas de vraies informations que je vous partage là. Imaginez ceci. Bonjour, je m'appelle Michael Jordan. Je suis un sportif de très très haut niveau. D'ailleurs, je suis le meilleur basketteur du monde, peut-être même de tous les temps. Et j'ai un mental d'acier. Je m'entraîne 365 jours par an et c'est pour ça que je suis le meilleur. Ce discours-là ne vous a pas inspiré. Alors, vous êtes certainement dit, bon, Michael Jordan, il se prend quand même un peu trop au sérieux. Mais même si vous ne pensiez pas ça, parce qu'il reste quand même un basketteur talentueux, vous vous dites, bon, en tout cas, nous, on n'est pas comme lui. Vous n'êtes pas connecté à Michael parce que Michael est différent. Michael, c'est quelqu'un, c'est un extraterrestre. Voici une histoire fictive qui permettrait de mettre en valeur le succès de Michael ou du vôtre, puisque là, je parle de Michael juste pour l'illustration, qui consistera à dire, bonjour, je m'appelle Michael et quand j'étais petit, les enfants se moquaient de moi. Se moquaient de moi parce que je n'étais pas habile de mes mains. Et je me souviens un jour, je suis rentré de l'école, j'avais les larmes aux yeux. Alors ma maman m'a dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai fait, ben, les gens se moquent de moi parce que je ne sais pas jouer. Je ne sais même pas attraper les balles. Et je me souviendrai toujours de ce qu'a fait ma mère. Elle m'a pris par les deux mains, elle s'est mise à genoux pour se mettre droit dans les yeux. Elle m'a dit, tu sais, Michael, ce qui compte, c'est pas d'être bon. Ce qui compte, c'est pas le regard des autres. Ce qui compte, c'est que chaque jour, tu sois un petit peu meilleur. Et alors, sur les semaines qui ont suivi, tous les jours, je jouais un peu avec la balle, avec ma mère. Et tous les jours, j'étais mauvais, mais tous les jours, un peu moins. Alors, quelques années plus tard, quand je suis devenu habile de mes mains et que les gens m'admiraient, je me suis souvenu que je n'aurais jamais réussi sans ma mère, sans les conseils. Alors, je ne sais pas ce que sont vos enjeux, ce que sont vos objectifs dans la vie, mais arrêtez de regarder les autres et arrêtez. Les gens sont cruels, peut-être par jalousie ou peut-être parce qu'ils ont besoin d'exister, mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, je peux être un petit peu meilleur qu'hier? Cet exemple-là, qui est pareil, virtuel, il illustre quoi? Le fait que si vous voulez mettre en valeur une réussite, ne le faites pas en disant je suis quelqu'un qui est réussi. Soit mettez en valeur un mentor, une personne qui vous a inspiré, comme le cas fictif de la maman de Michael, soit mettez en avant le process. J'ai suivi telle méthode et c'est cette méthode. La héroïne, c'est pas moi. Voilà, donc un exemple juste de point d'attention quand vous voulez illustrer vos réussites, faites-le, mais en ayant un autre héros que vous-même. Donc, on a parlé de deux erreurs. On a parlé d'une première astuce d'un point de vue technique qui est autour des histoires. La deuxième, c'est celle de donner du sens. Vous connaissez certainement cette histoire, je vous la donne au cas où quelques-uns ne seraient pas familiers. C'est l'histoire d'un manager qui manage des tailleurs de pierre. Et donc, il observe une grande différence de performance entre certains et d'autres. Il va voir les trois tailleurs de pierre. Le premier lui dit, bah, écoutez, moi, c'est super dur, vous comprenez, je dois taper dans les pierres tout le temps, c'est fatigant, c'est ennuyeux, et puis franchement, c'est pas très valorisant. Le deuxième, qui est enthousiaste, lui dit, mais vous savez, mon métier, moi, c'est de prendre une pierre qui n'a aucune forme et de faire en sorte qu'elle devienne un parallélépipède parfait. Et ça, c'est techniquement très difficile et ça requiert de l'expertise. Et c'est ça que j'ai développé au cours des années. Et le troisième, qui lui dit, ben, moi, en fait, bien sûr que je souris parce que je construis des monuments qui seront là dans 1000 ans. Et dans 1000 ans, il y aura quelque part dans ce monument un bout de moi. Voilà une idée de comment on peut donner du sens. Alors, comment concrètement on pourrait le faire? Imaginez, je vous donnerai juste cet exemple-là pour réduire du coup le temps, on nous a perdu, on a réduit de 10 minutes. Imaginez que vous ayez à vendre des perceuses. Vous pourriez dire, bah, notre objectif, c'est de fabriquer et de vendre des perceuses. Super, ça donne du sens. Vous pourriez vous dire à quoi elles servent les perceuses. Les perceuses, elles servent à faire des trous ou à fixer des meubles. Et donc, en réalité, ce que vous faites, c'est vous contribuer à faire en sorte que les gens puissent assembler leurs meubles et rendre leur maison un peu plus belle. Et c'est quand même déjà plus joli. Mais vous pourriez aller un niveau au-dessus et vous dire, ce que vous faites, c'est que vous contribuez au bien-être des gens de votre communauté. Et vous voyez tout de suite que prendre un ou deux niveaux au-dessus vous aide réellement à gagner en attraction et être beaucoup plus impactant et beaucoup plus inspirant. Alors, deux recommandations. La première, c'est celle de vous créer un portefeuille d'histoires. Je vous ai donné quelques histoires, j'ai réduit d'autres histoires que je n'ai pas pu donner par manque de temps.
faites-vous un portefeuille avec des histoires qui viennent de l'extérieur. Par exemple, dans ma chaîne All You Need to Lead, vous verrez, il y a plein d'histoires, mais c'est pas que destiné aux histoires, mais il y en a quelques-unes. Il y a plein d'autres gens, plein d'autres personnes inspirantes, des gens qui ont eu des réussites phénoménales qui peuvent inspirer, vous donner une database. Et l'autre, c'est de vous créer votre propre base de données à partir de vos expériences personnelles. C'est celle-là, en faisant attention à ne pas être le héros, mais simplement mettre en valeur la réussite par le mentor ou autre, qui vous permettront d'illustrer vos différents messages et vous permettront aussi d'être beaucoup plus capable d'inspirer des gens, même sans avoir préparé le discours pendant trois mois. La deuxième recommandation que je vous fais, c'est de pratiquer. Faites en sorte, si vous n'êtes pas sur Toastmasters, de vous inscrire à quelque chose ou bien de profiter de certains événements, un anniversaire, quelqu'un qui rejoint votre équipe, quelqu'un qui part. Forcez-vous à définir des points de rendez-vous où vous devez être inspirant. Voilà. Alors, je voudrais juste finir par ça. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a des conflits partout, à quel point des sujets majeurs n'avancent pas au rythme qu'on veut, que ce soit les droits de la femme, que ce soit l'environnement, que ce soit les injustices commises ça et là. Je suis sûr que vous avez toutes et tous des convictions fortes et une contribution que vous pourriez donner à la planète. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on va y arriver en ayant une démonstration logique? Ou est-ce qu'il faudra peut-être développer encore plus notre muscle d'inspiration pour avoir un impact encore plus grand? Et c'est ce que je vous souhaite. Merci. On a le temps pour quelques questions. Une première question, hein. Sur la pratique, qui est votre deuxième technique? Vous le faites comment? J'ai parlé de deux techniques. La première technique, c'est celle de raconter des histoires. La deuxième, c'est de donner du sens. Ma recommandation, c'est à chaque fois que vous avez l'occasion de discuter d'une activité, posez-vous la question à quoi elle sert? Et essayez de reposer la question une deuxième fois. Une perceuse, ça sert à faire des trous. Pourquoi on fait des trous? Pour fixer des meubles. Pourquoi on fixe des meubles? Pour embellir sa maison. Pourquoi on embellit sa maison? Pour vivre bien. Pourquoi on plante des pommes de terre? Pour les manger. Pourquoi on les mange? Voilà. Donc, à chaque fois, vous pouvez essayer de regarder un ou deux niveaux au-dessus. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, si je devais m'adresser à une communauté d'agriculteurs, je ne leur dirais pas, vous faites grandir des légumes. Je leur dirais, vous nourrissez l'humanité. C'est beaucoup plus joli. Donc, à chaque fois, essayez de regarder comment vous pouvez aller un niveau, deux niveaux, méta, si vous voulez, au-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des livres, des sources d'informations que tu pourrais nous recommander pour perfectionner ce art? Alors, si vous voulez l'aspect théorique de la rhétorique, il n'y a rien de mieux que Aristote. Il y a un livre qui s'appelle Rhétorique. Il faut le lire. Il n'est pas forcément complètement digeste parce que assez ancien, mais par contre, il y a des perles et c'est vraiment très poussé. Ça, ce serait un premier point. Et autour de la rhétorique, je pense qu'il y a des choses à faire. Après, moi, j'aime bien regarder des choses autour de la compréhension de l'humain. Il y a un très ancien livre qui est aussi très, très pertinent qui s'appelle How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Fantastique, très vieux. Alors, ils l'ont remis à jour, mais honnêtement, vous prenez la vieille version, c'est tout aussi bien, qui vous dit notamment que le mot préféré des humains, c'est leur prénom. Qu'on passe la grande majorité de notre temps à penser à nous-mêmes. Et à chaque fois que vous arrivez à comprendre un peu plus l'humain, vous êtes dans de meilleures conditions pour communiquer correctement. Voilà deux livres, si je devais en citer que deux. Super. On est vraiment pressé par le temps. Les amis, vous pouvez toujours laisser des questions, hein. Alors, doit-on écrire son discours? Tout dépend de votre aisance. Moi, ça, c'est ce que j'ai écrit pour ne pas oublier. Quand j'étais débutant, j'écrivais mon discours et ou quand je fais des concours où doit être maîtrisé, je le fais. Sinon, en général, c'est bien au moins d'avoir la structure. Après, tout dépend. Si vous êtes à l'aise à écrire tout, écrivez tout. Par contre, il y a un point essentiel, faites que ce soit conversational. Il faut que ce soit une conversation. Et donc, évitez le passé simple. Quand on était en 2016 et que je vous ai parlé de mon événement, je n'ai pas dit nous fûmes 400, 500, 600 à cette... Voilà. Donc, je parle au présent et je parle de manière conversationnelle. Ça, c'est très important. Donc, si vous devez écrire, pensez dans tous les cas qu'il faut parler et communiquer à l'oral comme on le ferait avec des amis. OK. Alors, je vous préviens que dès que l'heure va sonner, nous serons éjectés de la salle. Mais en attendant, Ibrahim, Bonsoir, Bonsoir. et comment allez-vous? Vous allez bien? Et Merci. merci pour la formation.
Ce que j'aimerais juste savoir, c'est que d'habitude, je suis un peu plus bon en improvisation que quand il s'agit de rédiger ces discours. Parce que quand je rédige mes discours, je me perds totalement quand je délivre le discours. Les gens me disent que c'est la répétition, mais je ne sais pas si vous avez des techniques comment répéter, puisque je répète beaucoup, mais jusqu'à là, ça ne va pas toujours. Alors, Merci. je n'ai pas compris si la question c'était sur le discours, la création du discours ou la répétition pour s'entraîner à le dire. Est-ce que vous pouvez... C'est, c'est pour quand je délivre le discours, si c'est un discours que j'ai rédigé, je me perds facilement quand je délivre le discours. Je comprends, parce que là, vous êtes en train de réciter et vous avez la Voilà. possibilité avec le stress. Retenez Oui, déjà tout la à fait. structure. C'est vraiment important d'avoir une structure claire. A, B, C. Vous pouvez même utiliser l'espace. A, je le mets là. B, je le mets là. C, je le mets là. Essayez de retenir surtout ces éléments-là. Voilà. Et je pense que, voilà, il nous reste 56. N'apprenez pas nécessairement par cœur, ça peut être dangereux. Essayez vraiment d'intégrer votre discours. Si vous avez 2 ans pour le préparer, pas de problème, apprenez-le par cœur et vous serez même authentique ou vous paraîtrez authentique. Sinon, le risque d'apprendre par cœur quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est qu'on oublie par le stress ou autre et que on ne paraît pas très naturel. Donc, vraiment bien intégrer les différentes parties. Ça peut être par une reconnaissance physique en se disant je suis là, je suis là, je suis là. Et si vous avez vraiment des enjeux importants, à ce moment-là, essayez de réciter même à différents endroits si vous l'avez appris par cœur. Sinon, au moins prendre les messages essentiels et bien retenir l'introduction et la conclusion pour essayer de finir en beauté. Ben, en 10 Merci secondes, beaucoup. comment débuter sa prise de parole devant le public? Bien respirer, le regarder en face, prendre quelques secondes et réciter ça ou ces quelques premières phrases parce qu'on les maîtrise.